Bienvenue dans la première vidéo du 14e chapitre du programme Crystal Clear Electronics 2. Notre sujet passionnant sera l'étalonnage des capteurs. Le chapitre a été rédigé par Gergely Palotas et relu par Tamas Horvath. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre intervenant, Zabol Spajer, qui enseigne les mathématiques et la physique au lycée d'application ELT Bolianos à Zombateli et qui organise le groupe d'études Crystal Clear Electronics. Merci. Bienvenue à tous. Je suis très heureux que mon partenaire aujourd'hui soit Marcel Tiroc, qui a été mon élève pendant 4 ans dans l'établissement mentionné précédemment. Marcel a récemment obtenu son diplôme en mathématiques et en physique avec un niveau avancé et d'excellents résultats. Depuis septembre, il étudie à l'université à Budapest. Ce chapitre est divisé en 2 parties. Dans la première vidéo, nous allons découvrir les capteurs et comment gérer les résultats des mesures. Dans la deuxième partie, nous allons mettre en place un dispositif de mesure et calibrer le capteur. Je vous propose maintenant de passer à la table pour découvrir l'appareil en détail, le connecter, le programmer, réaliser la tâche du jour et effectuer l'étalonnage. Commençons. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert différents types de capteurs. De manière générale, ces capteurs convertissent certains états ou changements de l'environnement en un signal électrique qui est transmis à une unité de traitement du signal. Sur la carte de développement, l'unité de traitement du signal est le microcontrôleur. Malheureusement, en raison d'imprécision du capteur ou de la méthode de mesure, ou d'autres facteurs influençant la mesure, la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur réelle. C'est ce qu'on appelle l'erreur de mesure. La mesure est considérée comme totalement précise lorsque le calcul de l'erreur a été effectué. Il existe essentiellement 2 types d'erreurs dans le résultat de la mesure. Les erreurs systématiques sont des erreurs liées à la méthode de mesure et à l'exécution de la mesure. Un exemple est l'erreur de linéarité d'un instrument, où la valeur fournie par l'instrument n'est pas directement proportionnelle à la valeur réelle. Le second type d'erreur est l'erreur aléatoire, dont la cause est soit totalement inconnue, soit beaucoup trop coûteuse à détecter, ce qui rend sa recherche et son identification déraisonnable et peu pratique. Un bon exemple de cela est l'erreur de quantification, où un signal analogique est converti en signal numérique et où les niveaux du signal sont supposés être égaux sur une plage donnée. L'ampleur exacte et le signe d'une erreur aléatoire sont inconnus. En revanche, l'ampleur et le signe d'une erreur systématique peuvent être déterminés et réduits par l'étalonnage, ce qui rapproche encore davantage le résultat de notre mesure de la valeur réelle de la grandeur mesurée. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des situations où nous devons étalonner un appareil. Voyons maintenant ce que signifie exactement l'étalonnage. Par définition, l'étalonnage est l'opération qui consiste à établir la relation entre la valeur mesurée par le capteur et la valeur réelle de la grandeur à mesurer dans des conditions données. Cette valeur correcte est fournie par un appareil appelé étalon, utilisé spécifiquement pour vérifier la précision d'un autre instrument de mesure. Si des instruments de laboratoire précis ne sont pas disponibles, il n'est pas possible de réaliser un étalonnage parfait. Mais certains types d'erreurs peuvent être éliminés ou du moins réduits par des méthodes plus simples. Examinons le processus d'étalonnage de l'erreur de décalage à l'aide de l'exemple d'une balance numérique. Ces balances fonctionnent principalement à l'aide d'un type de jauge de contrainte. La jauge est en réalité une résistance électrique dont la valeur de résistance varie en fonction de son allongement. Lorsque vous allumez la balance, vous n'avez encore rien posé dessus. La valeur correcte de la grandeur à mesurer est alors 0 et cette valeur est attribuée à la résistance mesurée à ce moment-là. Bien sûr, cela ne permet d'éliminer que l'erreur de décalage et non d'autres types d'erreurs comme l'erreur de linéarité. Autrement dit, si vous ajoutez ensuite un kilogramme de masse, il n'est pas certain que la balance affichera exactement cette valeur. D'accord, mais pourquoi devons-nous effectuer cet étalonnage à chaque fois que nous allumons la balance? C'est ici que l'expression dans les circonstances données que vous avez également mentionné dans la définition joue un rôle important. Par exemple, à une température différente, une valeur de résistance différente est mesurée pour 0 kg, car la résistance de la jauge de contrainte change avec la température. Si vous utilisez beaucoup la balance, avec le temps, la jauge de contrainte va s'user et vous mesurez une valeur différente de celle obtenue lorsqu'elle était neuve. Nous allons illustrer le processus d'étalonnage détaillé avec un autre exemple pratique. Pour cela, nous allons construire un circuit qui peut être utilisé pour mesurer la température. Il existe plusieurs types et utilisations différents de capteurs de température.
Nous allons utiliser l'un des types les plus courants, la thermistance, pour notre circuit. Une thermistance est une résistance dépendante de la température. Bien sûr, n'importe quel matériau verra sa résistance changer dans une certaine mesure lorsque la température varie. Mais pour ces dispositifs, le matériau du capteur est choisi de façon à ce que la variation de résistance soit significative. C'est exact. On distingue deux principaux types de thermistance selon la nature de la variation de résistance. Si la résistance d'une thermistance diminue lorsque la température augmente, on parle de thermistance à coefficient de température négatif, généralement abrégé en NTC, Negative Temperature Coefficient. Si, en revanche, la résistance de la thermistance augmente avec la température, on parle de thermistance à coefficient de température positif, abrégé en PTC, Positive Temperature Coefficient. Pour notre circuit, nous utiliserons une thermistance NTC. Il est important de noter que la thermistance NTC ne doit pas dépasser la puissance maximale admissible qui peut être consultée dans le catalogue. Au-delà de cette limite, la thermistance ne pourrait plus dissiper correctement la chaleur générée et continuerait à chauffer, ce qui entraînerait une baisse supplémentaire de sa résistance, et le processus d'auto-excitation se poursuivrait jusqu'à la défaillance du composant. Ce processus d'auto-excitation est appelé rétroaction positive. Voici les caractéristiques de la thermistance NTC que nous avons choisie. On voit clairement que la résistance de la thermistance diminue à mesure que la température augmente, et il est également visible sur le graphique que la caractéristique n'est pas linéaire, donc le taux de variation de la température et la résistance n'est pas directement proportionnel. Cela suggère qu'il n'est pas suffisant de résoudre une simple équation linéaire pour calculer la température. Notre tâche consiste donc à trouver une équation qui décrit les caractéristiques du capteur. D'après les caractéristiques, il semble s'agir d'une fonction exponentielle. Notre équation sera-t-elle donc logarithmique? Eh bien, sur la fiche technique de certains capteurs NTC, il existe un tableau couvrant toute la plage de température de fonctionnement où la valeur de température est associée à la valeur de résistance correspondante, mais seulement par incrément de 5 degrés Celsius. Pour cette raison, vous aurez certainement besoin de calculs supplémentaires des valeurs de résistance pour les températures situées à l'intérieur des intervalles de 5 degrés. Bien sûr, nous pourrions alors utiliser l'approximation selon laquelle les caractéristiques à l'intérieur de ces intervalles sont linéaires, mais visons maintenant une solution plus précise. L'intuition de Marcy était correcte, et en utilisant les valeurs fournies par le fabricant, nous pouvons calculer les coefficients de l'équation logarithmique de Steinhart-Hart qui modélise la variation de la résistance des semi-conducteurs. Le T majuscule dans l'équation représente la température, en kelvins, bien sûr. Le R majuscule est la résistance, et les lettres majuscules A, B et C sont les coefficients de Steinhart-Hart que nous recherchons. Pour calculer les trois coefficients, nous avons besoin de trois paires différentes de valeurs température-résistance. Il est conseillé de choisir deux de ces paires près des extrémités de la plage de température de fonctionnement et une au milieu de la plage afin d'obtenir le résultat le plus précis possible. Ainsi, dans l'ensemble, nous devons résoudre un système de trois équations non linéaires à trois inconnus. Comme il s'agit d'un problème assez courant, on peut trouver des programmes spécialement conçus à cet effet, où il suffit de fournir les trois paires de valeurs mentionnées ci-dessus en entrée pour obtenir les coefficients en résultat. Les trois paires de valeurs que nous avons choisies sont les suivantes. Ton est moins 40 degrés Celsius, Run est 332,94 ohms, 2 est 20, 5 degrés Celsius et R2 est 10,0 ohms, 3 est 85 degrés Celsius et R3 est un 70 ohms. Les coefficients de Steinhart-Hart calculés à partir de ces valeurs sont les suivants. A est d'environ 1, 14 fois 10 puissance moins 3, B est d'environ 2, 33 fois 10 puissance moins 4, et C est d'environ 0, 94 fois 10 puissance moins 7. Pour vérification, calculez la température pour 10 kOhms en utilisant l'équation donnée et comparez-la avec la valeur indiquée dans la fiche technique. Le résultat final converti en degrés Celsius donne T égale à 298, 15 moins 273, 15, soit 25 degrés Celsius. Nous avons donc obtenu exactement ce à quoi nous nous attendions. Cela nous amène à la fin de cette première vidéo, mais restez avec nous, car dans la prochaine, nous construirons ensemble notre appareil de mesure, et nous verrons également comment fonctionne notre code d'exemple, et testerons le thermomètre. À bientôt!